De ce mardi, repartons sur les traces du cannibale de Mbouda ce soir. Le meurtrier vient de faire des révélations fracassantes, laissant croire à une histoire de sorcellerie, des déclarations mettant à l'index point sur cette affaire à suivre dès le début de ce journal. Et puis, interdiction de fabrication, de commercialisation et même d'utilisation des emballages plastiques non biodégradables au Cameroun. La mesure du gouvernement qui tarde toujours à être appliquée. Les emballages plastiques toujours utilisés malgré l'arrêté conjoint de 3 ministres qui date depuis plus de 3 ans. Une réflexion pour l'utilisation et le recyclage de ces plastiques menés en cette journée mondiale de protection de l'environnement. Et puis, 335 milliards de francs CFA, c'est le montant arrêté pour le projet d'immatriculation des bénéficiaires du système de couverture de santé universelle au Cameroun. Projet validé par le groupe technique national en présence du ministre de la Santé publique ce jour à Yaoundé. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. Je vous le disais en titre, affaire du jeune tueur aux élans cannibalistes à Mbouda. Les enquêtes se poursuivent et le meurtrier, dans ses déclarations, indexe un de ses professeurs où il était étudiant à l'Institut des Beaux-Arts de Fumban. Les gris-gris ont également été récupérés chez lui et l'affaire continue de faire grand bruit à Mbouda et même à travers le pays. Julio Trésor-Tanon, Marius Ngassa, reportage. C'est dans ce temple à Bamesingéville, dans le département des Maboutos, arrondissement de Mbouda, que l'on tentait de délivrer le jeune Francky. À notre arrivée, l'un des malades, ayant vécu la scène d'horreur, entre en transe et l'on tente de le réanimer avec des prières. Le tueur aux allures de cannibale ne se sent nullement inquiété après son forfait et perd la foule avec un langage délirant. Sa bouche est trempée du sang de sa victime. J'ai fait tout pour venir rentrer de la maison. J'ai réussi la condition. Le matin, ce matin, le chef supérieur a donné l'argent, mais je ne suis pas mort. Ce sont les témoins là-bas, je ne suis pas mort. Et maintenant, je suis rentré maintenant. Maintenant, on voulait me saluer, j'ai refusé. Pas que voulait me saluer, j'ai fait comme ça, là. Il a raté sa position. Je suis parti au sein, allô bébé. Voilà, parfait, il est devenu prêtre. Parfait au prêtre, là. Malgré ses pieds menottés, il a tout de même réussi à s'évader. Certainement, en passant par ce trou, et dans la même condition, il a tué le jeune Jordan d'une force incroyable. 4 personnes pour le maîtriser. Jusque-là, le jeune homme se débat. Il a voulu nous tuer. Voici quelques coris pris chez ce malade d'un autre genre. L'assistante du prophète se prononce sur ce cas reçu il y a quelques jours. Le chef nous a dit, il nous a confié le malade, il va revenir à son retour et nous allons en discuter. Donc voilà un peu la suite. On a enchaîné le malade et on a prié pour lui, on a essayé de l'interroger. Il a parlé des chaînes de magie, et des choses que lui, il a eu à signer avec le diable, des pactes qu'il a signé avec le diable. Aux dernières nouvelles, même si la thèse d'une démence est avancée, le meurtrier, dans ses déclarations, vient de citer le nom d'un de ses professeurs à Fumban comme étant celui qui l'a amené dans une loge qui est sûre de briller dans les arts. C'est donc une affaire à suivre avec Julio Trésor-Tanon. Quelle stratégie urbaine pour éradiquer les matières plastiques? La question est au cœur des réflexions à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la protection de l'environnement. Des réflexions profondes dans un contexte où, malgré l'interdiction et de l'utilisation et la commercialisation des emballages plastiques non biodégradables, la mesure tarde à être appliquée et même respectée. Le reportage de Charles Robert Itok et Martin Dumont. La pollution de l'environnement continue d'être un des problèmes le plus graves du monde. Chaque année, 8 millions de tonnes de déchets plastiques sont déversés dans la mer. Au Cameroun, plusieurs mots minent l'environnement, les déchets plastiques déversés dans les drains, la mauvaise gestion des déchets, l'air pollué par les industries, l'hygiène et la salubrité. Pour améliorer la qualité de vie des populations, des stratégies urbaines pour éradiquer les matières plastiques sont mises en œuvre. Déjà, l'importation légale de ce qui est interdit n'est pas possible actuellement, que ce soit le port à travers la RGS, la douane. Donc ces emballages plastiques qui sont d'épaisseur inférieure ou égale à 60 microns ne peuvent pas entrer dans le territoire national.
Ceux qui entrent illégalement, et ça c'est surtout en provenance du Nigeria, en passant par le sud-ouest. La façon concrète serait la saisie des emballages interdits et puis leur destruction et leur recyclage. C'est ça que nous faisons. La répression devrait être renforcée par les collectivités territoriales décentralisées. Le ministère alloue même de budget au niveau des communes pour la répression contre les emballages plastiques. Donc je pense que c'est de ce côté-là que les choses ne marchent pas encore normalement. Des stratégies qui rencontrent de manière pratique des goulots d'étranglement. Pour célébrer la 46e édition de la protection de l'environnement, plusieurs activités ont permis de sensibiliser davantage les populations sur la nécessité impérieuse de protéger l'environnement. Et à l'occasion de cette journée mondiale de la protection de l'environnement, la question de la gestion des déchets plastiques en famille préoccupe plus d'un. À cet effet, quelques conseils pratiques ont été prodigués par des hommes et femmes soucieux de la nature. Junior Ossin et Guy Fotso ont rencontré des citoyens qui en parlent dans ce reportage. À la maison, ne jette pas le papier partout. Hein. Quand tu enlèves le gombo, là, tu jettes le papier dans la bopelle. Parce que ce n'est pas bon pour jeter partout. Du plastique non biodégradable. Et les déchets plastiques, on en trouve presque partout à Douala. Sur les comptoirs, comme dans les bacs à ordures. Les déchets comme les déchets plastiques ne devraient pas accéder ni aux poubelles ni à la décharge. Ce sont des déchets qui doivent être recyclés, c'est-à-dire mis à part depuis les ménages, et collectés tels quels et remis aux structures qui en font le recyclage. Quand on entend déchets, on se dit que tout doit être remis juste dans les bacs de Isakam et pour accéder au niveau des décharges, c'est ce qui n'est pas correct. Ainsi, la gestion des déchets plastiques en famille doit être enseignée. Et pour nos ménages, quelques conseils pratiques s'imposent. On dit simplement à nos parents de ne plus trop utiliser des déchets, des plastiques, parce que ça pollue notre environnement. C'est pas conseillé. Donc nous devons plus être en contact avec la nature. Comme maintenant les mamans utilisent plus de plastique alors qu'avant on utilisait des feuilles de bananier. Je conseille plus à ma maman d'utiliser les papiers de bananier. Des feuilles de bananier pour emballer du couscous. Les plastiques biodégradables comme ceux-ci sont conseillés pour être utilisés. Et rappelons que depuis le 13 février 2013, le Cameroun a interdit sur l'ensemble de son territoire la fabrication, la détention, la consommation et la distribution des emballages plastiques non biodégradables. Vous venez donc de le voir, un constat fait en cette journée de l'environnement. L'emballage plastique résiste malgré les efforts de sensibilisation et d'interdiction. Toujours très utilisé dans les ménages, la solution selon les environnementalistes est donc le recyclage. Donner une seconde vie aux emballages plastiques qui constituent justement l'une des grandes pollutions dans la nature. Adjama Eramou et Marius Kossou ont suivi une opération de collecte des emballages plastiques dans l'arrondissement de Douala 4e. Regardez ce reportage. À la suite d'un groupe de jeunes aux couleurs de la verdure, ils sillonnent les rues du centre-ville de Bonaberi à la recherche des déchets plastiques, des bouteilles et emballages non biodégradables. Les locaux administratifs sont nettoyés ainsi que l'hôpital de Bonassama. La collecte minutieuse est rassemblée dans ce gros sachet. Cette action est le produit d'un concept que nous avons qui s'appelle EcoProtect, qui est un système de collecte en fait de déchets à travers notre territoire. Donc, il a pour but, l'éducation des populations, parce qu'il est temps qu'on puisse inculquer aux Camerounais le réflexe du pré-tri des ordures et qu'ils sachent où vont ces déchets. Les déchets ne vont pas tous à une décharge, mais ils ont une seconde vie. Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation et d'interdiction, les emballages plastiques résistent. Une résistance due à leur composition. L'emballage plastique, vous savez qu'il est fabriqué déjà à base de pétrole et donc constituant, ce qui fait qu'il n'est pas dégradable, il ne se dégrade pas seul. Il résiste et il peut durer des millions d'années. Donc la solution pour le plastique, vous savez bien, n'est pas le biodégradable, mais c'est plutôt le recyclable. En revanche, il est très nocif parce qu'il ne se dégrade pas, mais il est recyclable, il a beaucoup de potentialité à ce niveau.
Le recyclage pour un environnement sain et durable. La mairie de Douala 4e est associée à l'action de collecte et de récupération. Nous avons chaque vacances recruté des jeunes vacanciers pour faire l'assainissement, pour nettoyer les régoles, pour ramasser ces déchets. La journée mondiale de l'environnement se célèbre. L'appel est à un engagement commun, celui de nettoyer la planète. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme entre le marteau et l'enclume à Bamenda, Peter Mafani Musonga et ses collaborateurs ont tout de même pu tenir, malgré les résistances et les réticences, un dialogue avec les populations du nord-ouest du pays. Des propositions de sortie de crise ont été formulées, l'aile dure allant jusqu'à demander et exiger d'ailleurs le rapatriement de la dépouille du feu président Amadou Ahidjo. Les recommandations viennent d'être publiées pour une sortie définitive de crise. Lille Piedjou et Joseph Roger Foipon nous en proposent la synthèse. 2 jours à revoir les problèmes qui enveniment la crise sociopolitique dans la région du Nord-Ouest. La commission Musonga vient d'achever une mission de 2 jours à Tamaloum, à Bamenda, où un dialogue franc a eu lieu entre les membres de la dite commission et plus de 35 participants venus de la société civile, partis politiques, autorités traditionnelles, entre autres. Plusieurs problèmes ont été soulevés. La mauvaise pratique du bilinguisme dans notre pays, caractérisée par la prédominance du français, le manque d'infrastructures dans la région, les exactions perpétrées par certains groupes armés non identifiés, l'absence totale d'industrie dans la région, la clarification des termes terroristes et sécessionnistes. Après cette étape, les recommandations ont été faites sur les voies et moyens de promotion du bilinguisme, du multiculturalisme et du vivre ensemble, et sur cette crise qui traverse la région. Notamment, trouver d'urgence des solutions aux problèmes de fond posés en vue d'un retour à la paix, abroger la loi sur le terrorisme, accorder une amnistie générale aux personnes emprisonnées ou en exil du fait de la crise, faire en sorte que l'unité du pays repose sur l'équité et l'impartialité. Entre autres, ramener la dépouille de l'ancien président Amadou Ahidjo au Cameroun. Autant de résolutions qui pourraient mettre rapidement un terme à la crise qui inflige des souffrances aux populations du Nord-Ouest. En politique, le mouvement pour la renaissance du Cameroun déploie son charme depuis plusieurs semaines dans les localités du pays. Les camarades de Maurice Kamto ont battu le rappel des troupes en fin de semaine dernière au cours d'un meeting qui a surtout vu la participation des jeunes étudiants à qui le président national du MRC a proposé de changer la gestion du pays par la voie des urnes. Patrick Christian Dobo, Joseph Choupeau et Joseph Foipon pour le reportage. Véritable rappel de troupes pour le MRC dans la ville de Bandjoun vendredi dernier. Ils sont venus de Bayangam, Djeben, Pomougué et bien d'autres localités pour participer au meeting d'éducation sur les actes citoyens et sur l'impact du vivre ensemble dans la préservation de la paix sociale au Cameroun. Des étudiants en nombre sont venus participer à ce meeting présidé par le professeur Maurice Kamto qui encourage le dynamisme de la jeunesse dans un esprit de méritocratie pour un Cameroun meilleur. Le Cameroun doit renaître, puisqu'on vit dans le faux. On se rappelle que le Cameroun était une nation forte. Aujourd'hui, elle est faible. Nos doléances, tout ce qu'on demande, c'est de l'emploi. Que les patriarches de 90 ans, de 80 ans n'occupent pas la place qu'un jeune de 40 ans pouvait occuper. Au Cameroun, on ne veut plus les 2 listes à un concours. Qu'on instaure la méritocratie. On en a marre de fréquenter et chômer. Je note en particulier la présence massive des étudiants qui sont fait entendre comme vous avez pu le suivre tout à l'heure. Cela m'encourage parce que le combat politique que nous livrons, c'est d'abord pour la jeunesse camerounaise. C'est pour bâtir justement un pays que l'on mette en orbite et qui puisse, grâce à une jeunesse bien formée, outillée, affronter avantageusement la compétition mondiale qui est une compétition difficile, féroce. Je vais le redire ici, quelle que soit la fortune d'un individu, il ne peut pas remplacer l'État. C'est pourquoi il faut bien construire le Cameroun. Véritable cohésion entre participants et le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun,
qui réitère par l'occasion son intention d'y arriver par le changement prôné depuis longtemps par son parti au sommet de l'État. En attendant, Maurice Kamto invite ses camarades et tous les citoyens à prendre une part active aux prochaines échéances électorales à travers l'inscription sur les listes électorales et la détention des cartes d'électeurs. On reste en politique et on se rend à Yaoundé à présent pour parler de la session parlementaire qui s'ouvre le 7 juin prochain. On en parle avec vous, Aloïs Lankanga. Bonsoir. Bonsoir Michael et bonsoir à tous. Effectivement, d'ici quelques heures va s'ouvrir au Cameroun la session parlementaire du mois de juin. Une session ordinaire qui se tiendra alors que les députés sont en fin de mandature et dans un contexte particulier au regard du climat sociopolitique actuel. Ghislain Pierre-Essonneau. A priori, on est parti pour le report des élections législatives. A priori, car le compte à rebours des délais aurait dû être déclenché déjà. En l'état, pas de grands mouvements habituels qui annoncent souvent les joutes, tant au niveau interne des partis politiques que dans le landerneau politique national. Hypothèse d'école donc, elle pourrait se tenir ces élections législatives en février 2018 pour céder toute la place à la présidentielle d'octobre prochain. Dans ces cas, février sera donc indiqué. Réconfiguration pour réconfiguration, et crise anglophone obligeant, l'on assisterait à un rééquilibrage politique tel qu'un Camerounais anglophone arriverait au Sénat pour bien marquer le poste de deuxième personnalité de la République. Et au bout du bout, un gouvernement de masse. Nous n'en sommes pas là, car il faudra bien que se tienne d'abord la session parlementaire de juin au Sénat comme à l'Assemblée nationale. Une qui précède l'élection présidentielle et pour laquelle l'Union démocratique du Cameroun et le Social Democratic Front ont souvent appelé non seulement la limitation des mandats, mais aussi une élection à 2 tours. Une préoccupation des partis politiques de l'opposition qui va avec une autre toujours relative à la réforme du code électoral. Selon ces députés, pas seulement de l'opposition donc, il est devenu urgent au Cameroun que la majorité électorale soit ramenée à 18 ans. Jusqu'ici, et pour parler simple, à cet âge, on va en prison, mais on n'a pas le droit de voter. Ce qui empêche plusieurs milliers de jeunes à participer au choix de leurs dirigeants. Toujours au registre des sujets à débat, une opinion souhaite que les bureaux de vote quittent légalement les casernes pour qu'il y ait vote plus libre et démocratique. Ce sont là quelques arguments de ceux qui restaient convaincus que sans ces lignes qui bougeraient, la session de juin risque une routine. 81%, c'est le taux d'exécution des travaux du projet d'assainissement de la ville de Yaoundé, rendu à sa 2e phase. Le ministre de l'Habitat était sur le terrain ce jour pour jauger le taux d'avancement des travaux de ce projet ayant pour objectif de canaliser les eaux pour éviter les inondations dans la capitale. Dans la suite du ministre, nos reporters Delphine Fonkouténé et Michel Foucault. Une image, 1000 mots. Ici le lieu dit avenue Kennedy à Yaoundé, inondé après le passage de dames pluies. Cette situation préoccupe le gouvernement camerounais qui entend trouver une solution durable à ce problème. Suite aux directives données par le MINDU, M. le délégué du gouvernement a mobilisé sur le terrain un ensemble d'acteurs qui ont commencé à procéder aux actions qui produisent un résultat immédiat. Il s'agit du curage autant des collecteurs souterrains que des caniveaux, etc., à l'effet justement d'arriver à évacuer les déchets qui s'accumulent chaque fois, de manière à enlever les terres qui sont chaque fois charriées dans les ouvrages de drainage. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, avec à sa suite le gouverneur du centre et le préfet d'Umfundi entre autres, sont descendus ce 5 juin sur le chantier de la 2e phase du projet d'assainissement de Yaoundé. Nous avons pratiquement 80% des travaux exécutés. Et ces travaux exécutés, c'est autant sur le lot de travaux qui concerne la construction du canal sur l'Umfundi dans sa partie aval, que le 2e lot qui concerne les travaux de construction des canaux de drainage sur la partie amont du Umfundi et 4 de ses affluents. Du marché du Umfundi au pont autoroute Yaoundé-Simalène, en passant par le bois Sainte-Anastasie et la voirie municipale entre autres, Jean-Claude Bointou et sa suite touchent du doigt les travaux du PADI 2.
Ça, c'est des travaux à l'immédiat autour du centre urbain. Nous sommes, vous l'avez vu, au Bois Sainte-Anastasie où les ONG sont en train de faire un travail remarquable. Mais ce travail des ONG sera couronné de succès si tous les aggravats et toutes les immondices qui sont sortis de l'eau, qui sont sortis des regards, qui sont sortis des lits de rivières sont évacués à des lieux, n'est-ce pas, non inondables. Ça, c'est la première chose. La deuxième, nous avons prescrit, n'est-ce pas, au maître d'ouvrage, qui est le délégué du gouvernement, de voir avec les deux entreprises qui travaillent dans le cadre du PADI 2, d'accélérer, n'est-ce pas, les travaux pour que les drains qui sont en train d'être construits soient sécurisés. Cette descente sur le terrain était précédée par une réunion de présentation de l'état d'avancement des chantiers au 5 juin 2018. Celle-ci a également permis de faire la lumière sur le plan d'action de lutte contre les inondations à Yaoundé. Mais également en amont de l'accompagnement des projets de développement des communes, la région du centre, elle, connaît toujours le problème de maturation. Les acteurs de services déconcentrés ont passé ce problème au scanner ce mardi à Yaoundé. C'était au cours d'un atelier organisé par le Programme national de développement participatif. Les détails avec Brand Kamga et Serge Alain Zébou. Malgré les mécanismes mis en œuvre par le Programme national de développement participatif pour responsabiliser les collectivités territoriales décentralisées, plusieurs défaillances restent observées. Il y a des difficultés fonctionnelles qui sont liées à la maturation des projets qui sont dans les PCD. Nous avons le suivi de la mise en œuvre des projets. À cela, il faut y ajouter le manque d'expertise dans l'élaboration des plans communaux de développement. La rencontre de concertation avec les services déconcentrés de l'État intervenant dans la mise en œuvre des activités du PNDP dans la région du centre ce 5 juin à Yaoundé est bien justifiée. Il était important que nous puissions nous retrouver ici avec tous les services déconcentrés de l'État afin de pouvoir ensemble trouver des solutions à tous ces problèmes. Chaque délégué départemental du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire a reçu un kit composé d'un ordinateur fixe et d'une imprimante laser. Ces ordinateurs nous permettront d'avoir une base de données qui sera à jour et nous aurons les projets réalisés à jour et nous pourrons programmer et éviter des doublons qui portent atteinte à la bonne exécution de projets. Donc nous disons merci au ProADP. Les 70 communes que compte la région du centre bénéficient d'une enveloppe de 5 milliards de francs CFA devront servir au financement des projets pour le compte de la phase 3 du Programme national de développement participatif. Un système de santé solide, efficace, bien géré et des soins à un coût abordable sont quelques défis du gouvernement camerounais. La méthodologie d'immatriculation des bénéficiaires du système de couverture santé universelle au Cameroun a été présentée puis validée par le groupe technique national ce jour à Yaoundé. Coût de cette première phase, 335 milliards de francs CFA. Des travaux présidés par le ministre de la Santé publique. Karel Mezatachouya, Luc Vendor. Il y a des avancées dans la mise en place de la couverture santé universelle au Cameroun. 2 points importants ont été validés ce 5 juin à Yaoundé par le groupe technique national. Une phase 1 dont les cibles concernent tous nos enfants âgés de moins de 15 ans, toutes les femmes enceintes et également l'ensemble de la population en ce qui concerne les grandes maladies qui sévissent au Cameroun, le VIH, le paludisme, la tuberculose, le diabète, certaines maladies spécifiques comme l'insuffisance rénale et certains cancers. 11 millions d'enfants qui représentent 47% de la population, près d'1 million de femmes enceintes et le reste de la population générale sont concernés. La manière dont ils seront immatriculés et affiliés aussi a été évoquée. Nous avons opté pour que chacun de nous ait un identifiant unique. Ces immatriculations se feront par commune, ce qui traduit déjà la décentralisation prônée par le chef de l'État. Et de même également pour qu'il y ait une sécurisation
la mise en place de cartes biométriques. Cette carte biométrique que chacun de nous va donc posséder et qui sera donc exploitée dans les formations sanitaires et les officines. La couverture santé universelle devra en coûter un peu plus de 1100 milliards de nos francs. Le coût de la première phase validée ce jour s'élève à environ 335 milliards. Les 335 milliards vont concerner les problèmes pédiatriques rencontrés par nos enfants jusqu'à l'âge de 15 ans, les maladies de la femme enceinte jusqu'à son accouchement et même la période postpartum, c'est environ 1 million de femmes. Et bien entendu, la population générale en ce qui concerne la prise en charge de ceux qui souffrent du paludisme, de la tuberculose, du VIH, des problèmes de dialyse et même de certains cancers et des problèmes d'anémie. Le processus de mise en place de la CSU prend progressivement corps dans notre pays. Les responsables du ministère de la Justice et les acteurs du secteur privé actifs dans la protection des droits de l'homme au Cameroun ont apporté ce matin à Yaoundé les amendements dans le but d'enrichir le rapport 2018, un rapport qui a mis en lumière les nombreux manquements sur le respect des droits humains. Karel Mezatiachoya, une fois de plus, et Luc Mvondo. Le Cameroun a ratifié tous les textes les plus importants en matière de protection des droits de l'homme. Mais sur le terrain, la situation n'est pas réjouissante jusqu'à présent. C'est le constat fait par Nouveau Droits de l'Homme. Les droits de l'homme souffrent beaucoup, mais nous continuons de croire que les droits de l'homme, c'est une construction. Et c'est donc pour cette raison que nous continuons, n'est-ce pas, à participer à ce dialogue. Un dialogue initié par le ministère de la Justice qui, pour promouvoir et protéger les droits humains, fait un rapport chaque année. Celui de cette année est sur la table pour validation ce 5 juin 2018. S'inscrivant dans une dynamique d'auto-évaluation, ils mettent en relief les avancées sans pour autant occulter les défis. Il est question pour les acteurs du secteur d'apporter des corrections de fond et de forme, d'enrichir avec de nouvelles contributions ou d'amender le projet de rapport. Parlant justement de propositions. De volonté politique, il faut que les mécanismes soient mis en place et quand ces mécanismes sont mis en place, il faut qu'ils fonctionnent. Je viens de voir dans le document actuel qu'un agent de force de défense qui a été reconnu coupable d'actes de torture a bénéficié de circonstances atténuantes. C'est assez grave. Et ça, c'est la consécration de l'impunité. Donc, et la non-application de ces engagements, vous ne pouvez pas accuser, avoir la vérification, décider que quelqu'un est coupable d'actes de torture, qui est un crime du point de vue de la loi, et quand même estimer qu'il a bénéficié des circonstances atténuantes et puis n'a qu'1 an ou 2 ans d'emprisonnement ferme. Le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, ici représenté par le secrétaire général Fonkwe Joseph Fongang, préside les travaux. Restons justement dans le même sillage et parlons de ces peuples autochtones parfois marginalisés qui crient à la violation de leurs droits dans l'est du Cameroun. Et pour répondre à cet appel, un atelier vient de se tenir à Bertoua dans le but de réfléchir sur la meilleure façon pour ces peuples de vivre en harmonie avec la nature et surtout avec le respect absolu de leurs droits. Ardon Gefak et Kizito Koumaï. Peuple pygmée, la nature et eux comme inséparables. La problématique de leurs droits sur la table ici à Bertoua, il est question de penser à une stratégie qui arrange et permette la vie telle que le peuple autochtone la veut. Appliquer l'éducation et si ceux qui ont déjà au moins des diplômes ou ceux qui ont des diplômes académiques et des diplômes professionnels, qu'on cherche aussi des voies et moyens d'intégrer cela dans la fonction publique ou bien d'envoyer ceux qui ont des diplômes académiques dans des écoles de formation. Ici convoquer la lutte contre toute forme de déforestation et de braconnage. Bororo comme pygmée de la région de l'Est, associé à la discussion à dessein. Il faut allier la préservation de la biodiversité et la prise en compte des besoins des peuples autochtones. Nous ne pouvons pas faire la conservation sans tenir compte de leur droit à l'usage de la nature. Vous le savez comme moi, la conservation n'est pas faite seulement pour la conservation, c'est pour l'avenir de l'homme. Le ministère des Affaires sociales, en partenariat avec le Fonds mondial pour la nature,
initiateur de ce conclave pour la mise en œuvre du plan d'action 2017-2019 relatif à la protection des droits des peuples minoritaires. Si nous nous rendons compte qu'il y a encore des efforts à faire, nous allons identifier les actions à mener. Et enfin, nous voulons nous doter d'un plan de suivi de ce plan d'action qui, je le rappelle, a été mis en route depuis décembre de l'année dernière. Le choc doit vite se créer entre les mauvaises pratiques qui freinent l'épanouissement des pygmées et bororo pour qu'advienne l'ère du respect absolu de leurs droits de peuple minoritaire. L'examen du brevet d'études de premier cycle a démarré ce jour sur l'ensemble du territoire national. Et on en parle avec vous, Michael Chipko. Bonsoir. Effectivement, la valse des examens officiels se poursuit au Cameroun. Après le baccalauréat de l'enseignement général, c'est au tour des candidats au brevet d'études du premier cycle de rentrer dans la danse. Pendant plusieurs jours, ces postulants au second cycle ainsi que ceux des candidats au certificat d'aptitude professionnelle seront évalués sur leurs connaissances acquises durant l'année scolaire. Charles Robert Itok et Thierry Nana. Brevet d'études du premier cycle, les candidats sont dépouillés de tous les outils compromettants. Nous sommes au lycée bilingue de Mabanda. Au portail, ils sont nombreux les parents venus accompagner leurs enfants. Des mesures sécuritaires sont de mise. Déjà, au cours de la réunion préparatoire statutaire, nous avons fait une relecture de la police des examens. Et nous avons particulièrement insisté sur une surveillance proactive. Donc là, pour nous, il ne faut pas pousser l'enfant à la faute, mais il faut plutôt éviter qu'il n'arrive à ces erreurs que nous observons souvent. Donc les consignes ont essentiellement tourné sur une surveillance proactive, sur la prévention. Comme eux, les candidats au BPC, bilingues et au CAP sont évalués. Sur les visages, la concentration est de mise sous le vigilant de la hiérarchie dans le littoral. Nous n'avons aucune négativité, tout semble bien se passer, pas de problème. Bon, il n'y a que les retards habituels, des petites erreurs au niveau des noms. Et chaque année, nous vivons ces mêmes problèmes. Ce sont des problèmes mineurs, mais pour le moment, non pas de point majeur. Après les examens du BPC et du CAP, qui s'achèvent pour le dernier, vendredi prochain, le témoin sera donné aux candidats à l'examen du probatoire. Du sport sambo, championnat d'Afrique des Lions. Justement, les Lions entrent en stage bloqué demain à Yaoundé après plus de 3 mois de stage externe suite au report de la compétition pour cause de sécurité et des élections présidentielles qui se tenaient en Tunisie. Les sambistes camerounais abordent cette fois-ci la dernière ligne droite avant la compétition. Alex Lembe nous livre les détails. Les 13e éditions des championnats d'Afrique seniors de Sambo Tunisie 2018 se préparent. Les Lions et Lions indomptables de la discipline ont achevé dimanche dernier la phase externe de leur préparation. Parmi la trentaine de sambistes qui ont pris part au stage externe, 24 dames et messieurs ont été présélectionnés pour la phase interne qui débute dès ce mercredi à Yaoundé. Il faut préciser que ces athlètes ont été divisés en 2 poules, l'une à Yaoundé et l'autre à Douala, sous l'encadrement technique national de la Fédération camerounaise de Sambo et la supervision de l'entraîneur national Maître Belmont Alok. Parmi les athlètes présélectionnés pour la phase interne, 3 qui nous viennent de la région du littoral, tous champions ou anciens champions d'Afrique de Sambo. Des habitués des grands rendez-vous. Le fait que la compétition a été reportée, ça nous a donné encore plus d'engouement, plus de fighting spirit. On s'est dit, bon, si ces gens nous ont encore donné une marge, ça veut dire qu'il faudrait qu'on se prépare encore une fois de plus pour donner le meilleur de nous-mêmes parce qu'on a eu tout le temps de se préparer, on a eu tout le temps de faire partie de nos bobos. Je pense que le jour J venant, nous serons plus que prêts. Je compte reconquérir mon titre de champion d'Afrique puisque je suis au titre de champion d'Afrique que j'ai remporté aux Seychelles 2017. C'était ma première compétition, maintenant il sera à ma deuxième compétition, championnat d'Afrique. Nous sommes fin prêts à attaquer cette compétition pour pouvoir gagner le métal précieux. Alors, je suis déjà, mon dernier titre était vice-champion d'Afrique en 2015. Ça fait 2 ans que je n'ai pas compéti. Aujourd'hui, quand je reviens pour prendre la première place dans ma catégorie, en champion d'Afrique.
La compétition va se dérouler du 21 au 26 juin prochain à Hammamet en Tunisie. Rappelons à toutes fins utiles que le Cameroun est champion d'Afrique en dames et vice-champion en messieurs. Voilà qui fait l'actualité ce soir au Cameroun. Merci d'avoir suivi. Je vous souhaite passer une belle soirée sur Canal 2 International. À demain, 19h50. Bonsoir.